Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Henri Sterdignac, bonjour, économiste à l'OFCE. Avec nous comme chaque semaine Philippe Manière, bonjour, chroniqueur à France Culture, président de Footprint, consultant et puis bien sûr chroniqueur à l'Express. Et cette semaine, vous titrez de l'inconvénient d'être entre voisins. Vous parlez de la dérive des coûts des collectivités locales et du vice, c'est le mot que vous utilisez Philippe, de la dépense publique. Alors on va y revenir puisque cette semaine, François Hollande doit défendre le budget le plus difficile à bâtir de la Ve République, selon sa porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem. Un budget de rigueur, examiné en Conseil des ministres vendredi. 30 milliards d'euros d'efforts pour ramener le déficit public à 3% du PIB en 2013. Mais avec des prévisions de croissance trop optimistes, ce budget n'est-il pas finalement déjà dépassé ? Qui va payer ? Le budget est-il juste ? François Hollande paraît s'inspirer des méthodes de l'ancien chancelier allemand réformateur Gerhard Schröder, mais ira-t-il aussi loin que lui ? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. Non, la TVA n'augmentera pas. Nous avons supprimé la TVA sociale. Nous avons rendu 11 milliards de pouvoir d'achat aux couches populaires et couches moyennes. Ce n'est pas pour augmenter la TVA. La CSG n'augmentera pas. Le livret A ne sera pas fiscalisé. Les retraités ne seront pas davantage taxés. Non, nous ne sommes pas le gouvernement du matraquage fiscal. Nous sommes le gouvernement de la justice sociale dans l'efficacité économique, dans la justice sociale. C'est clair. Philippe Manière. Alors d'abord, vous avez entendu, nous ne sommes pas le gouvernement du matraquage fiscal. Finalement, est-ce que ce 10-10-10, c'est ça la fameuse règle de François Hollande, 10 milliards d'économies en baisse de dépenses publiques, 10 milliards de hausse d'impôts sur les ménages et 10 milliards de hausse d'impôts sur les grandes entreprises, est-ce qu'il est adapté, ce budget, ou est-ce qu'il est déjà dépassé, étant donné qu'on sait que les prévisions de croissance sont trop optimistes à 0,8% du PIB l'année prochaine ? Il est de tradition, pour des raisons d'ailleurs qui peuvent se comprendre, de formuler des prévisions de croissance un peu trop optimistes, j'allais dire, pour ne pas désespérer Billancourt, pour que les agents économiques n'aient pas le sentiment que déjà tout est perdu. C'est relativement traditionnel. C'est vrai que sans doute ces prévisions sont excessivement optimistes. J'allais dire, ça ne me paraît pas être le principal problème de ce budget. Ce qui me semble problématique, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, Stéphanie, c'est-à-dire cette répartition. Vous dites 10-10-10, moi je dis 20-30, c'est-à-dire 20 d'augmentation d'impôts, 20 d'augmentation d'impôts et 10 de réduction des dépenses publiques. C'est un choix qui est admissible, c'est un choix de politique publique, c'est un choix unique au monde. C'est-à-dire, quand vous regardez tous les pays qui ont eu affaire, comme nous aujourd'hui, à un problème d'impasse budgétaire, vous avez une répartition qui est toujours quelque part entre 90% de coupe dans les dépenses et 60% de coupe dans les dépenses, et puis entre 30, 35, 40 dans les pires cas, et 10% de hausse d'impôts. Vous regardez partout dans le monde, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que augmenter les impôts est beaucoup plus mauvais que de diminuer la dépense, à la fois en termes d'impact sur le pouvoir d'achat, et en même temps en termes d'efficacité économique. Alors je dirais, la France, évidemment, comme toujours, est un cas particulier, mais comme il se trouve qu'on part d'un cas où nous sommes quasiment les recordmen du monde, et de la dépense et de l'impôt, il me semble que ça donne plutôt un argument pour faire au moins autant que les autres une répartition qui soit plus sur la coupe dans la dépense et moins sur la hausse de l'impôt. Et donc, je suis un peu surpris de cette répartition. Ça me paraît vraiment le fait majeur de ce budget qu'on va nous présenter. Henri Sterdignac, il est adapté ce budget pour vous ou pas ? Il faudrait baisser plus le budget n'est pas adapté pour une raison évidente. Nous sommes, dans la zone euro, en situation de récession. Il nous manque 8 points de PIB par rapport à la croissance potentielle. Il y a une crise financière. Cette crise financière a provoqué une chute du PIB que nous n'avons pas rattrapée. Et actuellement, en raison de la pression des marchés financiers, en raison de la pression européenne, en raison du pacte budgétaire, on est obligé de faire un effort de l'ordre de 2 points de PIB au niveau français, au niveau d'un grand nombre de pays de la zone euro. Le résultat de cet effort, c'est que la croissance sera nulle ou négative cette année, elle sera nulle ou négative l'année prochaine. Donc pour vous, 30 milliards, c'est trop, Henri Sterdignac ? Oui, 30 milliards, c'est trop. Donc le grand problème que nous avons... Donc vous, c'est pas un problème de répartition, c'est déjà un problème sur la masse. Le problème, c'est la logique de la politique économique qui est mise actuellement en œuvre dans la zone euro et qui, on le voit, enfonce les pays dans la crise. Alors, une fois qu'on a mis en œuvre une politique restrictive, naturellement, il n'y a pas de croissance et on dit, mon Dieu, on n'a pas fait... Il n'y a pas de croissance, donc il n'y a pas de rentrée fiscale, donc les déficits ne s'améliorent pas. Et on dit, mon Dieu, on n'en a pas fait assez. Et donc ça enfonce tous les pays progressivement dans la crise. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal auront... Donc il ne faut pas se remettre sur des rails en termes budgétaires. Des baisses de production extrêmement importantes. Par ailleurs, on ne peut pas parler de dépenses publiques et d'impôts en général. Il y a des études qui montrent qu'effectivement, l'étude de l'OCDE récente qui montre
que effectivement, si effectivement on prend des mesures dans lesquelles on frappe directement la consommation des ménages, l'investissement public, ça a un impact important, rapide, négatif sur l'activité. Récessif. Donc, si demain on diminue la protection sociale, si on réduit le nombre de fonctionnaires, ça est naturellement un impact récessif. Et il suffit de voir ce qui se passe dans les pays du Sud. Donc on ne peut pas dire ce que les pays sont obligés de faire, qui les plonge dans l'austérité, c'est pour nous un modèle. Non, pas du tout. Donc en fait, il ne faut pas baisser la dépense publique. Le grand avantage de François Hollande, on peut lui dire, voilà, vous ne faites pas assez de rupture au niveau européen, mais au moins, les mesures de réduction, d'augmentation des impôts qu'il prend, c'est quand même des mesures dans lesquelles il détruit un certain nombre de niches fiscales inefficaces, dans lesquelles il revient sur des mesures injustes. Par exemple, donc vous défendez son budget. Il est tout à fait légitime de remonter les droits de succession qui avaient été baissés par Nicolas Sarkozy. Donc la règle du 2 tiers, 1 tiers, pour vous, c'est quand même louable. C'est la règle du 2 tiers. Le problème, c'est qu'il ne faut pas de politique restrictive aujourd'hui. Deuxièmement, ça veut dire on laisse filer la dépense publique, Henri Sterdyniak. Il ne faut pas avoir de règles a priori. Il faut se poser la question, quels impôts peuvent être augmentés dans un esprit de justice sociale, sans trop d'impact sur l'activité. Et deuxièmement, il faut se poser la question, quelle est l'utilité des dépenses? Est-ce qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de faire un effort pour l'éducation dans les quartiers populaires? Oui. Non mais, si vous voulez, ce qui me surprend toujours dans ce genre de conversation, c'est qu'on fait tous un peu comme si on partait d'une feuille blanche. Mais pas du tout. On est déjà, je le redis encore une fois, parce que ça me paraît fondamental, le pays où la taxation est la plus élevée dans les grands pays de l'OCDE, le pays où la dépense publique est la plus élevée rapportée au PIB. Donc ça me semble quand même être un point de départ important. Si on était avec zéro, puis qu'on se disait qu'est-ce qu'on va faire pour ce pays? Est-ce qu'on aimerait plus de dépenses publiques? Bien sûr, il faut financer l'éducation, bien sûr, il faut financer la justice. Elles sont d'ailleurs prioritaires, sanctuarisées, comme on dit maintenant en français à tort, dans ce budget comme dans les précédents. Donc je suis évidemment d'accord sur le fait que la dépense publique a des vertus. Je suis également d'accord avec vous sur le fait que certains impôts avaient été indûment diminués. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut boucher beaucoup de niches fiscales. Et j'observe que le président Hollande et son gouvernement ne le font pas suffisamment, à mon sens. C'est-à-dire que sur les dom-toms, on préserve la niche Malraux, la niche Sofica, tout un tas de professions et tout un tas de trafic, c'est exagéré, mais disons de montage qui bénéficient à des gens qui n'en ont pas besoin, alors on avait une occasion. Moi, je suis assez d'accord avec Thomas Piketty, non pas sur la nécessité d'augmenter toujours plus l'impôt, parce que lui, c'est un petit peu sa vision du monde, mais en tout cas sur le fait qu'il faut un impôt simple, c'est-à-dire à large base et à taux pas trop élevé. On a une assiette de l'impôt complètement mitée. Il y avait une occasion pour ce gouvernement, et d'ailleurs François Hollande, à juste titre, en avait fait un argument de campagne. Il y avait une occasion pour tout remettre à plat, ça n'est pas remis à plat. Et ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les impôts sur une minorité qui est mobile et qui est utile au pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne fait que ça. À 45%. Écoutez, franchement, mettez-vous à la place de quelqu'un qui était, pour une partie de ses revenus substantiels, qui bénéficiait du prélèvement libératoire, lequel avait d'ailleurs beaucoup augmenté, et qui a des revenus qui vont être tout à coup taxés à 45 puis à 75%. C'est tout de même très considérable. Vous voyez des tas de gens qui se posent la question de savoir s'ils doivent rester en France. C'est une contrariété. Mais je veux bien comprendre qu'on fasse ça. Mais si on fait ça, au moins qu'on fasse aussi les réformes structurelles qui permettraient de dépenser moins. On parlait tout à l'heure de Schröder. Mais Schröder, est-ce que vous croyez qu'il a principalement augmenté les impôts? Schröder, homme de gauche qui a sauvé l'Allemagne du déclin, est un homme qui a principalement taillé dans les dépenses. Demandez aux Allemands. Hartz 1, Hartz 2, etc. Et réformer le marché du travail. La méthode ne consiste pas toujours à augmenter les impôts. Or, en France, on ne pense qu'à ça et on pense toujours que toute dépense est utile. Non, la dépense est utile, mais toute dépense n'est pas utile et nous en faisons trop. Il y a donc des dépenses inutiles. Henri Sterdyniak, est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétitivité tout de même en France, directement lié d'ailleurs à ces choix budgétaires? Est-ce qu'il faudrait baisser les cotisations sociales, patronales? C'est également une proposition de Thomas Piketty. Et par exemple, en contrepartie, augmenter la CSG, c'est ce qu'il pense, ou la TVA. En tout cas, un impôt à assiette plus large pour rendre les entreprises plus compétitives. Malheureusement, M. Thomas Piketty, comme d'ailleurs M. Chérec, qui dirige la CFDT, ne vont pas jusqu'au bout du principe. C'est-à-dire, l'idée, c'est que d'un côté, effectivement, on va donner 40 milliards aux entreprises, et de l'autre, il faut dire clairement, on va prendre 40 milliards aux ménages. On va dire aux ménages, voilà, accepter des pertes de pouvoir d'achat de 2 ou 3 points pour les entreprises. Le problème,
c'est que ces 40 milliards, ça va se retrouver immédiatement dans la consommation et que la consommation qui n'a pas augmenté en 2011, qui n'a pas augmenté en 2012, va chuter si ces mesures étaient prises en 2013 et que dans cette ambiance de chute de la consommation, les entreprises n'investiront pas, ne produiront pas. Donc pas de choc de compétitivité pour vous. Il faut bien vous. voir que contrairement à ce qu'on nous raconte, l'Allemagne n'est pas un modèle. L'Allemagne, depuis 2000, n'a pas une croissance supérieure à celle de la France. Au contraire, l'Allemagne n'a pas créé plus d'emplois que la France. L'Allemagne a moins de chômeurs que la France, tout simplement parce que c'est un pays en déclin démographique, alors que nous, on est un pays où la population active sur la compétitivité, ils sont quand même beaucoup plus forts que nous. Ils ont fait des gains gains de leur balance commerciale. On l'a vu. On voit également les résultats. C'est que ça a pesé sur la croissance de l'ensemble de la zone euro. Ça a créé des déséquilibres dans la zone euro que nous payons actuellement. Ça a provoqué en Allemagne, vous le savez, une forte hausse du taux de pauvreté. Les Allemands avaient un taux de pauvreté plus faible que nous. Ils sont maintenant à un taux de pauvreté nettement plus fort que nous. Donc, ce n'est pas un modèle. Mais si la exportent. France, actuellement, nous sommes dans une situation, dans tous les pays de la zone euro, on dit faites des efforts de compétitivité, soyez plus compétitifs que vos voisins. Il nous reste peu de temps. Et il faut que votre croissance soit portée par les exports. Ça peut pas marcher. Que proposez-vous alors pour justement, puisque vous ne souhaitez pas ce choc de compétitivité ni baisser la dépense, donc que proposez-vous ? Est-ce qu'il faudrait renoncer à cette règle d'or budgétaire, par exemple, de 0,5 %? Est-ce qu'il faut laisser filer des déficits? La règle d'or n'est pas 0,5 %. La règle d'or, ça consiste à dire on a droit de financer l'investissement par du déficit et ça nous donne le droit, en France, à un déficit de l'ordre de 2,4 % et non pas de 0,5 %. Deuxième point, il n'y aura pas de sortie de la crise dans la zone euro et dans le monde si effectivement il n'y a pas une rupture avec une stratégie où on demande en permanence au peuple de réduire leur consommation. Comment ça peut marcher? Vous dites la règle d'or, c'est la mère fouettarde indispensable. La règle d'or et la BCE, c'est-à-dire on est quand même dans un monde de démocratie, et évidemment je me félicite qu'on soit en démocratie, mais par nécessité, dans le monde où nous vivons, vous avez des hommes politiques qui ont tendance à faire des cadeaux. Il faut tout de même bien partir de cette observation de bon sens. Nous vivons collectivement à crédit depuis 30 ans, et la France, c'est spectaculaire. On ne peut pas, jusqu'à la fin des temps, dépenser plus que ce qu'on gagne. Donc, je pense qu'il est utile que quelqu'un serve de force de rappel, et que c'est le rôle de la BCE, que c'est le rôle de la règle d'or. Cependant, je suis absolument d'accord, évidemment, avec Henri Stadilla sur le fait que quand on taille dans la dépense ou quand on monte les impôts, évidemment, il y a un effet dépressif sur le pouvoir d'achat. On aurait aimé que la France fît tout ce qu'elle avait à faire du temps où il y avait de la croissance dans le monde. Jamais la France n'a pris la décision, je me rappelle cette période bénie 97-2000, de réduire la dépense au moment où on pouvait le faire parce qu'il y avait une demande mondiale. On se trouve dans la nécessité de donner des gages à un moment où effectivement le contexte est déprimé. Donc pour il faut, faire simple, cette souffrance il est indispensable. faut faire des réformes. Moi je pense qu'on peut tout à fait vendre à nos partenaires européens et au peuple l'idée que oui, on est relativement raisonnable dans le fait qu'on réduit la dépense parce qu'il faut maintenir un pouvoir d'achat minimum. Je suis absolument d'accord avec cette thèse. Mais en revanche, il faut donner absolument des gages sur les réformes structurelles, que ce soit le marché du travail, que ce soit y compris la configuration de l'État et des collectivités publiques. Notre surdépense ne se traduit pas par un surcroît de confort. Il faut donc la réduire. Merci Henri Sterdignac, merci Philippe Magnère. Il faut conclure. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.